Bienvenue dans Nomadness, le podcast de celles et ceux qui rêvent d'un mode de vie nomade où le voyage occupe une place permanente. Je suis Chloé et chaque semaine, je vous fais découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo, en vous partageant une réflexion, des conseils, des bons plans ou une rencontre. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Moi, je pense que si l'équipe qui constitue, une entreprise est plutôt curieuse, ouverte à l'autre et s'intéresse, pas uniquement à son nombril, le nomadisme sera plus un levier qu'un frein finalement. Dans l'épisode 10, je parlais du travail salarié et j'expliquais que, de mon point de vue, ça peut être un très bon moyen de se lancer dans le nomadisme. Dans la suite de ces réflexions, aujourd'hui, on va continuer à parler de travail à distance, mais cette fois-ci du point de vue de l'employeur. Parce que quand on est nomade digital et qu'on est salarié, on travaille avec des équipes parfois dispersées aux quatre coins du monde. Et derrière, il y a des entreprises, des managers, des RH qui doivent organiser tout ça. Et donc, je trouvais ça intéressant d'avoir leur point de vue. C'est pour ça que j'ai proposé à Agathe, secrétaire générale dans une entreprise en 100% télétravail, de nous partager son expérience de gestion d'équipe en full remote, les bonnes pratiques, les avantages de travailler avec des nomades et aussi les défis qu'il peut y avoir. Plus précisément sur la question du nomadisme, elle donne aussi des conseils à celles et ceux qui sont ou veulent être nomades et salariés à la fois. Allez, bonne écoute. Hello Agathe, ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Nomadness pour ce premier enregistrement en présentiel en plus. Donc, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter? Oui, bonjour Chloé. Donc je suis Agathe Savios, je suis secrétaire générale de Stock Pro. Ce qui veut dire être secrétaire général, je précise parce que c'est un terme derrière lequel on ne sait pas forcément, quoi mettre. Donc, au sein de Stock Pro, je vais m'occuper, des aspects, gouvernance, RH et support. Ce qui plus concrètement, veut dire que dans une journée, je vais, échanger avec, les membres de l'équipe sur des sujets, RH. Je vais, valider, contrôler des reportings, financiers et puis je vais représenter, Stock Pro au sein d'un salon sur, l'économie, circulaire, par exemple. Donc, voilà, c'est un poste, qui est vraiment, multifacette, qui est très, très riche et très, très enrichissant et que j'exerce depuis, 3 ans maintenant. Trop chouette. Et du coup, aujourd'hui, tu es invitée sur le podcast pour parler du travail avec des salariés nomades, puisque Stock Pro a la particularité d'être organisé en full remote, donc en 100% télétravail. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce modèle-là? Tout à fait. Donc le modèle, full remote, il faut savoir que chez Stock Pro, c'est pas une réaction au covid comme ça peut être, le cas pour beaucoup d'entreprises. Mais c'est vraiment un positionnement initial, des fondateurs en 2018, donc bien avant le covid, d'organiser l'entreprise qu'ils créaient dans cette, modalité-là du remote. Ce qui leur permettait plusieurs choses, qui dans un premier temps leur permettait de la souplesse financière, de ne pas avoir à louer de bureau, ce qui leur permettait surtout une énorme souplesse au niveau du recrutement, parce que du coup, on ne se borne pas du tout à une zone géographique. Le monde est notre terrain de jeu finalement pour, pouvoir recruter, les talents, qui répondent aux attentes de l'entreprise et finalement l'épisode du covid, on va dire, n'a fait que confirmer et que structurer encore plus fortement cette organisation en covid en remote pardon et fin 2021, lorsqu'il y a eu une 1re levée de fonds et que du coup, ça a permis à l'entreprise d'engager une vraie vague de recrutement. Ce fonctionnement en remote a été, vraiment, une deuxième révélation, si je puis dire, puisque l'entreprise existait déjà depuis 3 ans. Mais de se dire: «OK, ça répond vraiment à l'image qu'on a de l'entreprise qu'on veut construire». Ça nous permet d'aller sourcer, les talents, au fin fond, de la région, toulousaine, même pas en agglomération et de se dire qu'on a, notre développeur, mobile qui, est à Taïwan et de se dire qu'on va avoir, plus tard, ça s'est organisé plus tard, mais un prestataire, en data qui est à Madagascar. Enfin, ça nous donne vraiment des possibilités, infinies finalement en matière de recrutement, en matière
de diversité bien sûr et en matière d'enrichissement, culturel même. Ça nous amène forcément à avoir, un œil, et une ouverture sur les conditions de travail des uns et des autres, très ouvert. OK, très clair, très intéressant. Et donc là, tu as beaucoup parlé des avantages de travailler en 100 en remote, mais j'imagine qu'il y a aussi des inconvénients que je préfère d'ailleurs appeler des défis ou des challenges. Donc par exemple, tu dis que le monde, est votre terrain de jeu pour le recrutement, mais j'imagine qu'il y a des enjeux avec le décalage horaire, les time zones et cetera. Comment est-ce que vous gérez ça? Alors, il y a des défis sur les time zones, mais avant même ce défi-là, il y en a un bien plus conséquent finalement et bien plus fréquent, c'est que cette modalité de travail ne correspond absolument pas à tout le monde. C'est ça finalement le premier frein, je pense, qu'on n'a pas forcément intégré lorsqu'on est, nous, dans une entreprise en remote et avec la satisfaction de travailler sous cette modalité-là. Heu, on en a fait les frais et ça nous a fait avancer et ça nous a fait, progresser dans notre méthodologie de recrutement. C'est qu'on a recruté des personnes qui nous disaient que c'était OK pour elles de travailler de chez elles, de pas forcément avoir d'interaction, physique quotidienne avec, leurs collègues et puis le temps passant, mais généralement pour le coup ça ressort assez vite au bout de 3 mois, 6 mois. Cette distanciation s'est transformée en isolement et a fait que le talent en question ne vivait pas bien ce modèle en full remote. Donc pour moi, le premier frein, c'est vraiment celui-ci. D'une part, côté employeur, c'est pas forcément évident de le détecter au moment du recrutement parce qu'on va parler beaucoup du remote et aujourd'hui, on en parle encore plus pendant les épisodes de recrutement pour que ce soit bien clair dans la tête du talent, qui nous rejoint, surtout s'il n'a jamais été dans cette situation de full remote. Parce que c'est vraiment pas la même chose que l'hybridité, c'est pas le même modèle. Mais une fois que ce critère-là est validé, le reste n'est pas source de complications. Alors, pour répondre à ta question de la time zone, oui, c'est une organisation, mais dès lors qu'on a, les outils qui vont et la méthode de travail, qui vont bien, en asynchronie et des choses comme ça, ça pose pas spécialement de problème. Nous, après, le parti pris qu'on a pris, c'est de partir du même côté du méridien de Greenwich pour pas, trop, justement avoir des time zones qui soient incompatibles et en même temps, actuellement, on a quelqu'un, qui travaille, pour nous de Colombie, avec toujours, notre, prestataire qui travaille de Taïwan. Donc là, on est quand même globalement sur des time zones qui se rejoignent pas trop. Il se trouve qu'ils n'ont pas spécialement à travailler ensemble, donc quand c'est le cas sur des réunions très ponctuelles, notre, prestataire de Taïwan, s'accorde sans problème pour pouvoir, rejoindre la réunion. Mais c'est pas une situation qui se présente beaucoup et dans la durée, là, c'est assez ponctuel cette situation, Colombie-Taïwan. On aurait effectivement quand même tendance à sécuriser en recrutant du même côté pour que le décalage horaire soit plus facile à organiser. OK, donc du coup, vous travaillez en grande partie en asynchrone, c'est ça? Donc en asynchrone, je vais juste te redonner la définition, c'est travailler de manière autonome, donc chacun de son côté sur des horaires qui peuvent être différents autant que possible et de se synchroniser juste quand c'est nécessaire. Donc est-ce que c'est comme ça que vous procédez? Alors, je pense que ce serait pas très honnête pour moi si je te disais: «Oui, on travaille en asynchrone», parce qu'à l'arrivée, on a, des visios tous les jours, on a des daily, on a des points hebdomadaires qui font qu'on n'est pas, du coup, dans cette définition-là de la synchronie. Chacun travaille, dans son silo sur les horaires qui lui conviennent et puis il y a des moments où on se recoupe. Non, globalement, on est sur une approche, plus normée que celle-ci et pour revenir à ce collègue qui est à Taïwan, parce que c'est finalement avec lui que le décalage horaire est le plus fort, il a la souplesse, parce que ce format lui convient, d'adapter sa journée de travail et de la faire glisser finalement par rapport à ses horaires locaux, hem, de la faire glisser pour que ça morde plus tard dans la soirée pour lui et qu'il ait plus de temps en commun avec nous, pour justement permettre les visios pour que ça vienne pas trop perturber le fonctionnement, de l'équipe tech, en l'occurrence, puisque c'est pour la tech et donc c'est vrai que pour le talent finalement qui est, en décalage horaire par rapport au siège qui est en France et du coup à la très grande majorité de l'équipe qui se trouve aussi en France ou en Europe, donc c'est-à-dire à peu près les mêmes time zones. Je dois dire que c'est lui qui s'adapte et c'est évidemment beaucoup plus simple de faire comme ça que de faire basculer, 15 personnes pour s'adapter à lui. C'est l'effort que ça va demander, on va dire, à la personne qui est la plus éloignée.
Ouais, bien sûr, c'est très clair. D'ailleurs, quand je travaillais chez Stock Pro et que j'avais un fuseau horaire différent, parce que ça pouvait m'arriver même si je restais en Europe, il pouvait y avoir 1 ou 2 heures de décalage. Et ben, je m'adaptais dans un sens ou dans l'autre selon la situation, mais j'ai toujours décalé ma journée de travail d'1 ou 2 heures pour être en phase avec l'équipe et ensuite de toute façon, bah, m'adapter s'il y avait un appel plus tard, exceptionnellement, même si en temps normal, j'aurais eu terminé ma journée et ben, là, je l'intégrais dans mon planning, quoi. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment une clé du remote justement pour que ce soit bien vécu de tous les côtés, du côté organisation de la structure comme du côté talent, comme du côté de tout le monde finalement et fonctionnement des équipes en interne aussi. C'est, cette notion d'adaptabilité et de souplesse et de glissement sur une, journée, elle est assez cruciale et d'ailleurs, on se rend compte là avec, nos talents prestataires qui sont à Madagascar, qui subissent donc quotidiennement des coupures d'électricité. Donc là, on est sur, une contrainte qu'ils ne maîtrisent absolument pas, nous non plus, enfin personne n'est en maîtrise de cette, contrainte qui est énorme et qui les empêche pour le coup et de travailler et d'échanger avec nous. Beh, ce qui fait qu'on continue d'arriver à tourner avec eux, c'est la souplesse, de tout le monde, en fait et de se dire: «Si à ce moment-là, toi, on sait que tu as un créneau où ça fonctionne, on fait le point à ce moment-là. Moi, j'avais quelque chose, je le déplace». Enfin et c'est indispensable pour ce modèle remote et pour qu'il y ait une vraie culture d'entreprise et qu'il y ait un vrai lien entre les personnes parce que finalement, c'est quand même ça la clé, de faire preuve de cette souplesse-là et de cette adaptabilité-là. Super intéressant. D'ailleurs, j'aimerais revenir sur le premier point que tu as mentionné quand on parlait des défis de ce modèle, qui est le fait que ça convienne pas à tout le monde et qu'on peut aussi avoir ce sentiment, bah, d'isolement. Donc je voulais savoir ce que Stock Pro fait ou ce que, en général, les entreprises peuvent faire pour lutter contre ce sentiment d'isolement justement et faire en sorte que les collaborateurs vivent ce modèle de travail, à distance le mieux possible. Alors, déjà, je pense qu'il convient justement pour, structurer son entreprise en remote, de bien connaître les menaces réelles qu'implique ce fonctionnement. Donc les menaces réelles, en s'informant, voilà, en faisant des lectures, en échangeant aussi avec des gens, bien sûr. Les 3 grosses menaces du remote, en fait, pour les individus, on va dire, c'est l'isolement, le droit ou l'accès à la déconnexion, parce qu'effectivement, en travaillant de chez soi dans un cadre qui n'est pas, normé par, des arrivées, des départs, on peut avoir du mal à couper entre le moment pro et le moment perso et puis, le fait de ne pas, bouger, de ne pas faire assez, d'exercice qui peut être très mauvais pour sa santé. Donc, une fois qu'on a bien identifié ces 3 freins et ces 3 menaces et bien, finalement, charge et à la structure et à nouveau aux individus. On est très attaché au fait de pouvoir responsabiliser chacun aussi sur la réussite de ce modèle en remote, d'organiser tout ce qui est possible pour contrer ces trois menaces. Donc au niveau de la structure, on va organiser, autant de choses qu'on peut. Donc, déjà des rassemblements, en présentiel, 2 fois par an. Là aussi, c'est vraiment pour pouvoir construire cette culture d'entreprise, construire le lien entre les personnes, parce qu'on se parle quotidiennement, mais, on voit que les moments qu'on organise justement en présentiel, comme du team building, hein, ils ont une valeur énorme. Ils sont très attendus par l'équipe. Une fois que c'est vécu, on y met tous beaucoup d'énergie. Il y a un vrai enthousiasme à se retrouver, ensemble et puis c'est des moments sur lesquels on capitalise, c'est-à-dire que sur le reste de l'année, un peu comme, le voyage scolaire, de quand on est au lycée, sur le reste de l'année, on va y revenir, réévoquer ce qui s'est passé lors de ces moments-là. Pendant ces moments-là en présentiel, on va avoir préparé des ateliers qu'on partage avec tout le monde, donc c'est vraiment, des moments très forts de la construction, de l'équipe et de la vie de l'entreprise et puis, l'année dernière, par exemple, pour lutter contre la sédentarité, on a pu, s'inscrire à un défi qui s'appelait le défi Trilly. Il fallait marcher et en marchant, on récupérait des points, en fait et puis les entreprises étaient, challengées les unes par rapport aux autres. Donc, pour tous ceux qui ont un peu l'esprit de compétition, c'était, c'était une vraie motivation et en fait, ce qui était chouette, c'était que c'était sur, 15 jours, si je me trompe pas, avec, des paliers à obtenir. Il y avait un système de rewarding qu'on avait sur l'appli et donc, tout le monde s'est laissé embarquer, en fait, par ce projet-là. Ce qui était aussi une vraie motivation pour ce projet, p en particulier, c'était qu'en fait, plus on marchait, plus on gagnait des points, plus ces points se transformaient, en argent pour pouvoir, repeupler la mangrove de Madagascar. Alors il se trouve que c'était un hasard que ce soit la mangrove de Madagascar, mais comme nous, une partie de notre équipe était là-bas,
pense que ça a fait vraiment le levier supplémentaire pour qu'on se dise: «Allez, on marche et on agit tous pour la mangrove de Madagascar». Donc voilà, et c'est des choses qui sont pas forcément, très coûteuses d'organiser ça, qui créent du lien à nouveau et puis qui, par rapport aux freins et aux menaces identifiées, permettent de les lever, progressivement et puis, par exemple, là, suite à Trilly, on sait qu'il y avait, des talents qui avaient pas forcément ce réflexe d'aller marcher chaque jour, qui l'avaient pas intégré dans leur quotidien, on va dire et puis qui ont gardé cette pratique après le défi donc là, nous, on trouve que c'est super, qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Donc ça, c'était sur la sédentarité. J'ai parlé de l'isolement et puis sur la déconnexion, là, pour le coup, on engage chacun sur sa responsabilité, en fait. Donc moi, en tant que secrétaire générale, je partage quand j'en ai de la documentation et j'essaie d'alerter régulièrement sur ces points-là. En disant que, voilà, on peut pas s'immiscer dans le logement de chacun, vérifier si c'est connecté, pas connecté et cetera. En revanche, on invite vraiment chacun à être vigilant sur le fait de faire des pauses, bien sûr et de s'arrêter quand c'est nécessaire. Mais chacun doit le ressentir, au fond de soi finalement. Donc on va baliser évidemment, on n'envoie pas de messages, après, je sais pas, je vais dire 19 heures, mais même, 18 globalement, en tout cas en attendant une réponse. Enfin, on essaie d'être vraiment, vigilant sur le fait de pas déborder trop sur les moments de vie personnelle, évidemment. Ouais, justement sur ce point, j'aimerais rebondir parce qu'il y a un épisode précédent où j'ai déjà parlé de ce sujet, donc du fait d'être salarié et nomade. Et jusqu'à présent, on a plutôt parlé du full remote en général, mais pour la suite, j'aimerais vraiment parler du nomadisme. Et sur ce point précisément que tu soulèves, c'est-à-dire le fait de se déconnecter, je trouve que moi, qui ai travaillé pour Stock Pro, j'ai jamais ressenti la pression de devoir être disponible très tôt ou très tard et encore moins les week-ends. Mais je trouve qu'en tant que nomade, moi toute seule, je me mets une pression supplémentaire, en fait. C'est comme si je me sentais redevable de plus d'heures de travail parce qu'on est toujours dans un joli cadre, on peut être à la plage, ou ne serait-ce qu'à l'étranger et puis ça, les gens le savent. En tout cas, moi, dans ce que je voulais mettre en place, je voulais être transparente, donc l'équipe savait où j'étais ou du moins pouvait le savoir. Mais du coup, je me sentais un peu redevable de ça et j'étais peut-être plus vigilante pour que les gens aient pas le sentiment que, justement, j'étais à la plage et que je travaillais pas. Ce qui est en vrai totalement irrationnel, mais je pense qu'il y a pas mal d'enjeux du côté de l'entreprise parce que si j'avais senti, en plus, que je devais être disponible tout le temps, j'aurais pu très vite tomber dans un cercle, un peu vicieux où justement je déconnectais pas. Donc, je pense que ce que tu dis, c'est encore plus vrai pour les salariés qui sont dans le contexte du nomadisme. Oui, bien sûr et puis c'est une question aussi, de personnalité. Tu sais, les fondateurs de StockPro ont pour habitude de dire justement, à l'onboarding de chaque talent: «Pour que ça marche, il va nous falloir 300 de confiance, 500 de communication» et c'est beaucoup plus qu'un slogan. C'est-à-dire que, hem, la confiance, du fait qu'on soit en remote, elle est évidemment indispensable parce que si jamais on a le doute de se dire: «OK, il travaille de chez lui, mais est-ce que vraiment il travaille? Est-ce que vraiment, à l'arrivée, il fournit les attendus?» Je parle même pas de volume d'heures pour le coup, je parle juste de missions, attendues. Dès qu'il y a un doute, c'est très compliqué de pouvoir le contrer et il faut évidemment tout de suite en parler, mais c'est bizarre qu'un doute soit suscité parce qu'en gros, moi depuis que je suis chez Stock Pro, en tout avec les arrivées, les départs, je pense que j'ai côtoyé 50 collègues et ce doute, il est arrivé que quelques fois, vraiment, moins de 5 fois, je pense. Mais dès que le doute s'insinue, c'est très compliqué de se dire qu'on arrive à le démonter et tout ça pour dire qu'à l'inverse, il n'y a jamais eu aucun doute sur les 45, si je fais cette proportion-là, autres talents qui ont croisé la route de Stock Pro. Donc cette confiance de les personnes sont connectées et oui, peut-être qu'à un moment, ils s'arrêtent, 30 minutes, c'est ce qu'offre le remote justement, 30 minutes pour aller, chercher son enfant à l'école et puis après il va se reconnecter. Je sais pas comment dire, mais ça vit au sein de l'entreprise et donc par rapport, au nomadisme, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la journée peut peut-être être découpée, différemment. Après, il y a finalement un attendu, des tâches. Il y a un attendu aussi. On a une charte remote quand même qui cadre justement les heures où on attend que tout le monde puisse être disponible parce qu'on travaille avec Slack et que ça veut dire que si on nous sollicite sur ces horaires-là, pendant Slack, on est vraiment supposé être connecté parce qu'on peut mettre son collègue en difficulté en ne répondant pas, tout simplement.
C'est pas pour fliquer, c'est juste pour être disponible pour les autres et ne pas bloquer les autres dans leur travail. Mais en dehors de ça, c'est vraiment le fait de discuter, enfin, communication et confiance, quoi. C'est vraiment les 2 piliers du remote qui font que ça peut tourner, en fait. Ouais, complètement et puis pour donner les chiffres, de la charte remote que tu mentionnais justement, donc les horaires en commun chez Stock Pro, c'était encore, moi je trouve assez léger, parce que c'est 10 heures midi et 14 heures 16 heures, je crois. Tout à fait. En fait, il y a quand même encore beaucoup de flexibilité pour organiser son travail, sachant qu'évidemment, on peut quand même avoir des appels en dehors de ces horaires-là et à ce moment-là, enfin, le fait que ça soit planifié, ça permet de s'organiser en fonction, Exactement. Il s'agit pas de décliner un call qui est planifié en disant: «Bah, non, en fait, c'est à 16h30». Non, évidemment que c'est le travail qui prime, mais pour le coup, on se parle de 16h30, pas de 20h. Donc voilà, c'est tout ça se construit avec le bon sens, comme souvent finalement et ça tourne s'il y a du bon sens. OK, très clair et justement par rapport à tous ces aspects administratifs et logistiques, pour revenir plus sur le nomadisme, est-ce qu'il y a des spécificités? Enfin, justement d'ordre légal, l'assurance, les congés ou tout ce qui est, droit du travail en général. Qu'est-ce qui est différent pour un talent qui est nomade et pas sédentaire? Alors, bah, pour moi, ce qui diffère, ça va être le contrat. C'est-à-dire que nous, en l'occurrence, les nomades étaient freelance. Au niveau administratif, c'était un contrat de freelance, signé avec un contrat commercial, quoi, finalement. Donc après, pour ce qui te concerne, puisque tu as travaillé chez nous en nomadisme, effectivement, on avait un contrat de travail initial et auquel on a apporté un avenant. Donc on a précisé le cadre de travail qui changeait, dans lequel on a cadré la time zone maximale et minimale. Après évidemment en avoir, discuté avec toi. Enfin, à nouveau, en fait, c'est pas du tout une réponse pour se dédouaner, mais il suffit de se mettre d'accord et de faire en sorte que le nomadisme ne bloque pas le travail du reste de l'équipe et ça tourne. C'est pour moi, ça n'est pas différent du fait de travailler avec un freelance justement, où, du moment qu'on s'assure et ça c'est la responsabilité pour moi du nomade, qu'il y aura une connexion à un endroit où il va se rendre. Une fois qu'on a ça, c'est bon et après effectivement, tout est objet de négociation comme souvent dans un contrat donc, sur, qui porte l'assurance, de l'ordinateur, qui porte l'assurance, du logement et cetera. Mais, finalement l'assurance du logement quand on est en remote, elle est portée par, chaque talent, chez soi. Donc ça se reporte de manière logique, de la même manière sur le travailleur nomade. Moi, je vois pas de frein particulier dès lors, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, que la time zone est bien établie et que les règles de fonctionnement le sont. À nouveau pour, rebondir sur la situation dans laquelle nous, on a été amenés à travailler avec toi en tant que nomade, je tiens à préciser qu'elle est arrivée après, plusieurs mois où il n'y avait pas eu cet épisode de nomadisme. Donc on parlait de communication et de confiance. Pour le coup, on était, à une jauge pleine et de confiance et de communication avec toi. Donc on savait qu'on allait juste poursuivre la méthode de travail qu'on avait déjà initialement, avec toi et avec les autres et qu'il allait pas y avoir de changement radical. Donc on y allait vraiment en confiance finalement et aujourd'hui, si l'un de nos travailleurs, sous contrat CDI, j'entends, pas prestataire, du coup, nous demandait à avoir un moment de flexibilité, nomade. Je n'identifie pas de frein particulier, dès lors qu'on cadre le voilà, la time zone et que son lead, direct, bien sûr, est prévenu et d'accord et estime que ça ne va pas entraver la méthode de travail. Mais je vois pas en quoi ça pourrait le faire. Oui, d'ailleurs, il me semble qu'il y a certains talents qui, sans être nomades, travaillent parfois de l'étranger, par exemple, qui ont de la famille à l'étranger et ça s'organise bien, je crois. Tout à fait, ça n'a aucun impact, sur, ce qu'ils délivrent, sur les réunions, sur les échanges, des uns avec les autres, c'est vraiment, ça aussi que permet le remote effectivement, une organisation où on peut, cadencer et partir, sur des périodes qui ne sont pas forcément les vacances scolaires, donc qui sont plus accessibles en termes de budget aussi, qui permettent de découvrir, une région si on n'a pas forcément de contraintes, là aussi, scolaire ou quoi, donc de se dire: «Bah, pendant un mois, je vais travailler, de cet endroit qui n'est pas chez moi»
parce que j'ai envie d'aller, le découvrir. Le remote, permet ça, donc c'est vraiment une expérience, très riche que moi je ne peux que recommander à nouveau dès lors qu'il y a les bons outils pour le faire déjà et chez StockPro, comme elle s'est construite en remote, c'était le cas. Il y a les outils pour le faire et que tout le monde soit bien câblé dans le même sens sur ce que ça implique et ait bien mesuré ce que ça impliquait d'être en full remote, effectivement. Ouais, complètement, je pense qu'il y a une réelle responsabilité du nomade. Tu l'as dit un peu, mais j'aimerais vraiment insister. Donc la première responsabilité, bah, c'est la connexion internet, comme tu l'as dit, et le fait d'avoir un endroit calme pour travailler. Par exemple, j'ai jamais travaillé depuis une auberge de jeunesse sur le long terme, enfin, sauf situation d'urgence, mais c'est compliqué d'être au calme souvent. Donc, voilà, pour moi, c'est important. La priorité, c'est de pouvoir faire bien mon travail. Et puis la deuxième responsabilité, c'est le côté assurance parce que l'entreprise nous confie quand même son matériel, donc un ordinateur et puis parfois ça dépend, mais ça peut être un écran externe, il peut y avoir des questions de sécurité aussi. Donc moi, c'est pas le cas dans mon travail, mais je pense par exemple aux développeurs, ben, on peut pas se connecter dans certains cas à des réseaux qui sont pas sécurisés. Faut parfois utiliser un VPN et cetera. Et tout ça, que ce soit pris en charge par l'entreprise ou par le nomade, à la limite, peu importe, mais dans tous les cas, la responsabilité du nomade, c'est d'y penser et de s'assurer que ce soit pris en charge, de soulever la question, quoi. D'ailleurs, à propos du matériel, est-ce qu'il y a des logiciels ou du matériel spécifique qui est mis à disposition d'un talent qui serait nomade et pas sédentaire? Sur du matériel, écoute, dès lors que on remet à chacun, son ordinateur pour, pouvoir travailler, un casque s'il en a besoin, il y a pas, avec les métiers que nous on exerce, finalement, il y a pas besoin d'autre matériel que ça. Après, à nouveau, je c'est plus les outils, donc on va se parler, de logiciels, d'applications et cetera et ça, le fait d'être à distance n'empêche pas, d'y avoir accès. Donc effectivement, cette notion, de connexion, elle est assez centrale et quelque chose que je voulais vraiment dire sur le remote parce que ça me paraît capital, c'est qu'il y a quelques mois, malheureusement, on a dû se séparer d'une partie de notre équipe et lorsque ces séparations ont eu lieu, il y a eu un accompagnement d'offboarding et lors de ces off-boarding, il est beaucoup remonté justement, à l'inverse des personnes qui ne sont pas, adaptables en remote, que le fait d'avoir travaillé en remote, c'était finalement imposé progressivement auprès des talents comme la modalité de travail, incontournable et à laquelle ils étaient, très attachés et qui, à l'inverse, a créé un véritable, frein, je pense, d'ouverture à d'autres modalités de travail en se disant, «Je veux retravailler en remote ou je ne retravaillerai pas». Après, malheureusement ou heureusement, en tout cas en France, des structures en full remote, les dernières études, pardon, montrent qu'il y en avait 8 il me semble, donc on est vraiment sur un tout petit pourcentage d'entreprises en France en full remote et la tendance, comme on a pu le lire dans la presse avec les Amazon et compagnie, n'est vraiment pas à aller vers le full remote et donc je pense que c'est quand même très important de considérer le remote comme une modalité de travail. Pour moi, il faut le prendre pour ce que c'est-à-dire c'est un moyen de travailler, mais finalement si ce à quoi on est attaché, c'est, et sa mission et son métier et la structure, il faut pas non plus s'arrêter à ça et je pense que, bah, une fois de plus, il faut savoir faire preuve de souplesse et l'hybridité, pour le coup, est une super réponse à ça. Si on se dit qu'on peut faire quelques jours en remote, quelques jours en présentiel, mais du coup, sur le rayon géographique, c'est sûr que ça vient changer la donne aussi, de comment on s'organise. Ouais, super intéressant. Ouais, ça rejoint ce que j'ai dit à la fin de l'autre épisode, en fait. C'est pas dit de la même manière, mais en gros, ce que je disais, c'est qu'il faut pas accepter un job en full remote parce qu'il est full remote. Pour moi, c'est une très, très mauvaise raison de chercher ou d'accepter un travail. Justement, j'aimerais bien apporter cette partie recrutement un peu plus. Donc, imaginons que je veux un job en télétravail pour pouvoir être nomade. Donc, je pense que c'est le cas de pas mal d'auditeurs ou d'auditrices. Pour toi, du point de vue du recruteur, quels sont les critères qui te feront choisir un candidat ou pas? Enfin, je veux dire, à compétences égales, qu'est-ce qui fera qu'un candidat est plus adapté au travail à distance et éventuellement à être nomade? Ça nous est arrivé il y a pas si longtemps sur un recrutement.
Et ce qui a fait la différence, c'est justement, comme je te disais, on a intégré, nous, dans le processus de recrutement, beaucoup de questions sur cette approche remote pour aller sonder, le talent sur comment il se positionne vis-à-vis de ça. Est-ce qu'il a eu une expérience à minima en hybridité ou pas? Enfin voilà, tout un petit protocole de questions et je pense par exemple à ce dernier recrutement, qu'on a eu où ça s'est joué sur ce point-là, de se dire qu'une personne qui était très compétente, qui cochait vraiment toutes les cases des attendus sur le poste, nous a expliqué qu'effectivement le remote, c'était, elle appréhendait un peu cette situation de remote et qu'elle se disait déjà qu'elle allait organiser son emploi du temps pour pouvoir aller, en coworking à chaque fois que ce serait possible, donc en intégrant, les coûts que ça allait susciter et cetera et en fait, par rapport à l'autre talent en face, auquel ça ne posait pas du tout de problème, cette projection en remote et elle l'avait déjà fait, on s'est dit que si avant même de commencer, finalement, il y avait cette forme d'appréhension, de se dire: j'irai beaucoup en coworking, que ça allait engager des frais pour elle parce qu'on nous, on n'a pas d'enveloppe à date pour les espaces de coworking. Ça va intégrer le package dès qu'on pourra le faire, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. En tout cas pour du coworking quotidien. On peut ponctuellement, bien sûr, mais pas quotidien. On s'est dit: très vite, elle va pas être bien parce qu'elle va ce sentiment d'isolement, sur lequel on est nous tous alertés, elle va le vivre très, très vite finalement. Donc on a pris la décision en conscience, finalement de choisir l'autre talent auquel ça à travers nos questions, on avait identifié que ça ne poserait pas du tout de problème. Donc oui, c'est vraiment si on sent qu'il y a cette appréhension ou des personnes qui sont, justement qui nous parlent de leurs expériences passées, qui nous disent qu'elles ont un lien, très fort avec leurs collègues, enfin, je sais pas, au gré des anecdotes, qu'ils vont nous raconter, parfois, ça nous est arrivé de nous dire: «Ça va bloquer sur le remote». Et dans le recrutement, entre le fait qu'un candidat ou une candidate soit nomade ou sédentaire, est-ce qu'il y a une différence? Absolument pas. Je n'en identifie pas du tout à date. Ce qu'il faut et à nouveau ça figure dans les contrats, qu'on signe, c'est que lorsqu'il y a ces réunions, 2 fois par an dont je parlais, que le talent puisse se rendre disponible, ça c'est mais ça figure dans son contrat pour pouvoir, être réuni avec le reste de l'équipe sur ces périodes-là, mais c'est tout. Il y a pas du tout d'autres freins, à celui-ci et la time zone dont on a parlé beaucoup. Ouais, bien sûr. Tu parlais l'autre jour, lors d'un point qu'on avait ensemble, d'ailleurs, c'est un point assez particulier, au full remote parce que ça s'appelle le Kiwi et c'est un call qui réunit toute l'équipe et qui a lieu toutes les semaines, qui a été, identifié comme assez essentiel pour beaucoup de salariés. Mais bref, lors de ce point, tu avais parlé du quotient d'adaptabilité. Est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est et en quoi c'est important dans le recrutement et dans la vie de l'entreprise? Ouais, tout à fait, avec plaisir. En fait, j'ai découvert ce concept de quotient d'adaptabilité à une soirée RH qui était, extrêmement intéressante et au cours de laquelle il y avait plein d'experts, RH, mais aussi, des sociologues, des professeurs en université, enfin, vraiment des profils très différents, venaient, partager leur point de vue sur, le monde du travail et l'évolution du monde du travail, notamment, sous l'angle de l'IA et cetera et donc sous l'aspect compétences, ils évoquaient le fait que, la menace, si je puis dire, mais même si c'est pas forcément une menace, on peut le voir aussi comme une vraie opportunité, avec l'IA, c'est que finalement, les hard skills vont progressivement pouvoir être, substitués, en tout cas pour une grande partie d'entre elles, par l'IA. En revanche, ce qui fera la différence sur les recrutements, ça va être de pouvoir identifier justement les soft skills et les finalement le rapport peut-être hard skills, soft skills va progressivement, d'après eux, dans les projections qu'ils faisaient, s'inverser. Les soft skills vont vraiment prendre le dessus, sur les aspects de recrutement à étudier de plus près et parmi les soft skills, ce qu'ils appelaient donc le quotient d'adaptabilité, donc après, le QI et le QE qui est le quotient émotionnel. Travailler sur cette notion de quotient d'adaptabilité parce que la vraie richesse pour les entreprises sera d'avoir au sein de son équipe des personnes qui sont adaptables au changement et qui peuvent, justement, travailler avec de nouveaux outils, avoir de nouvelles approches, des approches, managériales, mais des approches aussi, d'expertise, enfin, sans se dire que le sol est constamment mouvant parce que c'est inconfortable, mais en tout cas, se dire que s'il y a des orientations qui sont données à l'entreprise, différents, voilà, qu'on pivote et cetera,
que l'ensemble de l'équipe, pourra suivre, le mouvement et donc cette notion de quotient d'adaptabilité allait devenir un focus, avec lequel recruter, les personnes. OK, donc je te demandais de développer, cette notion-là parce que justement, j'ai senti qu'en devenant nomade, j'avais développé cette compétence d'adaptabilité et c'était d'ailleurs, une des belles opportunités que le nomadisme, m'a offerte et donc il y a beaucoup d'éléments qui, avant, m'auraient angoissée et en apprenant à m'adapter dans plein de situations et ben, ça m'a aidée parce que j'ai été confrontée à différentes cultures, différentes langues, différents environnements de travail et cetera et j'ai le sentiment, donc je sais pas si tu seras d'accord avec ça, mais qu'en tant que nomade, on peut développer beaucoup cette partie et que ça peut être un atout pour les entreprises d'avoir un talent qui a cette force, que ce soit par le nomadisme ou non. Mais après, pour moi, c'est vrai que le nomadisme a été un vrai levier. Oui, oui, c'en est probablement un, tu as raison mais c'est vrai que cette notion, d'adaptabilité, elle est complètement centrale et je pense qu'elle est effectivement, assez inexorable dans notre société. Pour parler de StopPro, qui est l'exemple que je connais le mieux, mais au sein de l'équipe, on a eu, des profils complètement différents, on a eu, des nomades, on a eu des freelances, on a donc eu des personnes à plusieurs coins, du monde. On a eu des personnes en situation d'aidance aussi, pour lesquelles, le remote était, pour le coup, assez indispensable, en tout cas, venaient vraiment alléger, leur quotidien organisationnel par rapport à cette situation d'aidance et donc pour le coup, l'adaptabilité, elle doit venir aussi des 2 côtés. C'est-à-dire que bien sûr qu'on peut la structure peut attendre des talents qui soient adaptables et qui voilà, qui fassent, des efforts à un niveau personnel. Mais la structure elle-même en tant que cadre, doit savoir aussi, c'est un échange, se montrer, adaptable et avec des contraintes, parfois qu'elle maîtrise et parfois qu'elle ne maîtrise pas. Je pense que c'est une vraie clé, de lecture pour construire, finalement un futur professionnel, agréable. Ouais, je suis totalement d'accord. Pour continuer sur le recrutement, imagine que tu es amené demain à recruter un nomade ou du moins à avoir cette possibilité, c'est-à-dire que quelqu'un se présente et souhaite être nomade, dans le futur. Est-ce qu'il y a des red flags ou des défis particuliers que tu anticipes dans cette situation? Je pense qu'on essaiera de cadrer au maximum justement, les conditions de son nomadisme, contractuellement, tant pour le protéger que pour protéger la structure. Pour le coup, on est vraiment sur une notion d'échange et de voilà et de protection, mutuelle. Après, red flag, non, pas particulièrement. Je pense qu'il faut, comme on le disait, peut-être, border la zone, ou en tout cas le décalage, sans parler de zone géographique, parce que ça voilà, ça peut descendre très bas, mais que le décalage reste gérable. Ou la souplesse justement qui va être attendue du talent si jamais on dépasse, une zone de 2 heures ou 3 heures de décalage horaire. Donc, je pense que l'enjeu est là-dessus mais après et bien cadrer, la mission et bien communiquer quand même, je pense aussi, sur justement cette notion de culture d'entreprise et sur ce qui jusqu'ici a été, alimenté, par chacun. Parce que voilà, à nouveau, le remote repose sur la somme des individus qui la composent. Donc, il y a cet effort au niveau de l'onboarding de l'équipe qui accueille le nouveau talent, mais aussi du talent quand même de s'approprier, le fonctionnement et de rentrer dans ce fonctionnement-là. Ce qui ne veut pas dire là, non plus, puisqu'on parle d'adaptabilité, qu'il est immuable. En revanche, il est existant quand on arrive et l'idée est de pouvoir s'y intégrer. C'est drôle que tu parles exactement de ça parce que ma prochaine question portait justement sur, quand tu es salarié nomade et ben, les bonnes pratiques et les erreurs à éviter pour se faire une place dans un environnement remote où, bah, la plupart des gens sont pas nomades, mais au contraire plutôt sédentaires et est-ce que tu aurais des éléments sur ce sujet-là? Je pense que déjà, tout ce qui est lié, on l'a beaucoup dit, pardon, hein, mais à la communication, enfin, quand on a une équipe qui est constituée d'individus tous différents, mais tous un peu curieux, tous un peu ouverts justement, aux conditions de vie des autres, à l'environnement de travail des autres, c'est presque plus finalement pour le nomade un levier être nomade qu'un frein parce qu'il va pouvoir justement partager, l'endroit où il est, enfin à nouveau, quand toi tu changeais d'endroit, à la réunion dont tu parles, le Kiwi qui est une réunion hebdomadaire à laquelle toute l'équipe se connecte, je pense qu'on était tous ravis d'apprendre que tu étais passé, d'une ville d'Espagne à une ville de Grèce et
et que tu puisses, nous dire en quelques mots, voilà l'environnement dans lequel, tu te trouvais et ça dépend, oui, des personnes, de leur, curiosité, de leur envie de savoir, que vivent, leurs collègues sans entrer dans leur intimité. Simplement, voilà, sur, leur cadre de travail, de la même manière qu'on va se demander, quand on appelle quelqu'un, qui est pas dans la même région que nous, s'il fait beau. On peut considérer que c'est, du small talk, que ça ne sert à rien et que c'est juste pour être poli. Ou alors, peut-être qu'on pose cette question parce que, on sait que cette personne, est sensible, à la lumière et aux conditions météo sur son moral et on lui pose la question pour c'est un moyen détourné de lui demander comment elle va finalement. Donc en fait, je veux dire, on peut mettre derrière, chaque intention et chaque fonctionnement, d'entreprise, des aspects positifs ou négatifs. Moi, je pense que si l'équipe qui constitue, une entreprise est plutôt curieuse, ouverte à l'autre et s'intéresse, pas uniquement à son nombril, le nomadisme sera plus un levier qu'un frein finalement. Et sur les bonnes pratiques du nomade, si, peut-être, ça va être justement de ne pas fermer cette porte-là, de ne pas se dire: «Le nomadisme, m'appartient, je refuse de partager, les infos», mais dans le sens, «J'ai pas envie qu'on sache où je suis» et cetera. Alors là, je pense que ça risque d'être, peut-être pas bien vécu en remote parce que finalement, ce qui est chouette, c'est de se dire, où on est et que ce soit pas un secret et je pense que s'il y a une sorte de rétention d'informations à ce niveau-là, là, ça risque de créer un décalage finalement parce que le nomade saura nécessairement où les autres se trouvent, ils sont chez eux et voilà et s'il y a une sorte de zone de mystère ou un refus de partager un peu, sa manière de vivre, bah, là, ça peut être mal vécu, je pense, mais bon, ne l'ayant pas vécu, je peux pas l'affirmer non plus. C'est super intéressant ce que tu dis parce que je me suis toujours demandé si ça serait pas plus prudent d'être un peu plus vague, de pas trop m'étendre quand je dis ce que je fais et cetera et c'est exactement à cause de ce dont je parlais plus tôt, c'est-à-dire la peur que les gens aient ce sentiment qu'on est un peu en vacances parce qu'on est souvent dans des lieux que pas beaucoup de personnes associent aux vacances, donc que ce soit la plage, la montagne ou tout simplement à l'étranger. Et bref, du coup, on a tendance à projeter, on imagine en fait que les autres ont le sentiment qu'on fait rien et une fois de plus, je l'ai pas vécu chez StockPro en particulier, mais j'imagine qu'on peut le vivre dans certaines entreprises et du coup, on pourrait avoir tendance à garder cette porte un peu fermée et du coup, bah, je trouve que ce que tu dis, ton point de vue est super intéressant. En fait, pour moi, si tu veux, c'est la même chose que si tu te disais: «Je refuse de dire à mes collègues si j'ai des enfants ou si j'en ai pas». C'est ma vie privée, j'ai pas envie de partager cette information. Bien sûr, c'est la vie privée, mais ça n'aurait pas de sens pour moi de ne pas dire à tes collègues si tu as tes enfants ou si tu n'en as pas. C'est-à-dire que ça influe nécessairement à un moment de ton année, pas tous les jours, mais à un moment de ton année, quelque chose que tu vas devoir faire vis-à-vis de tes enfants et qui va venir décaler, un rendez-vous parce que ton enfant est malade, le reporter, je ne sais quoi. Mais pour moi, c'est un peu la même chose si on se dit: «OK, je suis nomade, mais je vous préviens, je vous dirai enfin, je vous partagerai pas forcément, les différents endroits où je vais». À nouveau, il s'agit pas de nous faire visiter, l'appart. Non, mais c'est vrai, ça va pas jusque-là, mais je trouve que si effectivement l'équipe sédentaire a le sentiment que le nomade est, au milieu de nulle part et qu'on sait pas trop, le localiser, ça peut créer de l'inconfort, voilà. Mais à nouveau, c'est une supputation parce qu'on ne l'a pas vécu, nous, chez StockPro, donc OK, carrément et peut-être une ou plusieurs qualités ou habitudes qu'on pourrait avoir en tant que nomade et qui pourraient faciliter la collaboration avec les autres, salariés? si je te dis l'adaptabilité, ça fait redondant, mais il y a quand même, énormément de ça. Parce que à nouveau, moi, je fais pas forcément de différence entre le nomade et le freelance et aujourd'hui, je pense qu'il y a pas une start-up en France qui n'ait pas des interactions avec des freelances donc et ces freelances alors là aussi, c'est une question de culture d'entreprise. Le positionnement de StopPro a toujours été de se dire: «Un freelance égale un salarié en termes de, vacances, en termes de droit à la déconnexion, en termes, d'horaires où on se connecte» donc dès lors qu'on fait pas de différence sur ce type de profil, bah, c'est la même chose pour le nomade. Il est complètement, englobé là-dedans sur, temps de vacances, les process de validation. Enfin, pour moi, ce serait, voilà, ce serait même discriminant que d'avoir un fonctionnement spécifique, et propre, aux nomades. Il fait partie de l'équipe, quoi, en fait. Donc c'est le même fonctionnement d'après moi.
D'accord, et tu dis que les freelances et les salariés sont considérés pareils. Est-ce qu'il y a des conditions différentes dans les avantages entre les salariés nomades et les autres? Pour moi, il y a pas de différence. En fait, un recrutement sur un poste et il se fait avec, une certaine enveloppe, une job description et puis, voilà des missions attendues. Puisque dans le fonctionnement de StockPro, finalement, le lieu duquel la personne travaille n'est pas impactante, dès lors que le nomade répond à ce cahier des charges, si je puis dire, c'est-à-dire et à l'enveloppe disponible pour, ce poste et aux missions et aux compétences qui sont attendues de lui ou d'elle, bah, il y a rien qui vient freiner le ce recrutement. OK, donc si vous recrutez un collaborateur, nomade, il aura pas moins de vacances, qu'un salarié sédentaire? Absolument pas. Ah bah, non, non. D'ailleurs, je pense que le droit français ne l'autorise pas, hein, donc D'accord, d'accord. non, mais heureusement, enfin, il y a aucune raison finalement, donc Et quel conseil tu donnerais à un recruteur qui hésite à recruter un nomade? déjà, je pense que au delà d'un recruteur, la structure de l'entreprise aura un vrai impact effectivement, sur, ce recrutement, ou pas. C'est-à-dire que si on est sur une structure en full présentiel pour tout le monde et qu'il y a un talent, qui rejoint, en nomadisme, bien sûr, c'est possible, mais ça veut dire qu'il faut se préparer à ce que ce soit l'objet d'une demande de ceux qui jusqu'ici étaient sédentaires et comme tu le pointais à la question juste avant, que ce soit des modalités, si elles ne sont pas équivalentes, à minima équitables par rapport, aux travailleurs sédentaires. Donc si la structure est en full, en full sédentarité et en full présentiel, j'en parle même pas, c'est encore, un cran au-dessus. Après si c'est une structure justement qui a déjà une forme de souplesse, qui est hybride ou full remote, je pense que l'intégration de ce talent nomade se fera assez naturellement. Par contre, c'est vrai que les conditions pour un recruteur qui hésiterait, qui va poser justement, on parlait de mentions contractuelles, qu'il va poser spécifiques dans le contrat ou dans l'avenant du nomade, je pense qu'il faut bien les anticiper en se disant: «Là, pour cette personne, on fait ce cadre-là parce que soit on la connaît déjà, soit on se dit qu'il y aura pas de problème». Mais comme n'importe quel contrat de travail, là aussi, dans un souci d'équité, il faut qu'il puisse être dupliqué sur, quelqu'un d'autre. Donc, je pense qu'il faut bien anticiper ce qu'on met, comme clause dans le contrat, que ce soit, les droits et devoirs, enfin, peu importe, mais en pensant déjà au fait de devoir peut-être le dupliquer, non pas sur, une personne, mais sur d'autres postes. Donc voilà, que ce soit adaptable et équitable pour tout le monde. OK, super clair. Et peut-être pour finir, est-ce que tu penses que le nomadisme, digital va continuer à se développer? Ou est-ce que c'est plutôt une mode qui est passagère et en gros, une fois que les conséquences du covid seront passées, ben, ça se dissipera? Je pense pas que ce soit un effet de mode. Après, je pense que c'est là aussi, une modalité de travail qui est propre à la situation personnelle, finalement, de chacun, ce qui est pas forcément duplicable sur toutes les situations personnelles. On parlait tout à l'heure de situation d'aidance, voilà, quelqu'un qui est en situation d'aidance ne peut pas, finalement se projeter sur du nomadisme ou en tout cas sur une petite période. Enfin bon, bref, il peut y avoir plein de contraintes, dans son organisation personnelle qui fait qu'on n'a pas forcément accès au nomadisme. Donc je pense que ça, voilà, ça concerne, une catégorie finalement de situations personnelles. Après, je pense que c'est très enrichissant. Tu as dû rencontrer à travers tes interlocuteurs peut-être des profils pour lesquels ça dure dans le temps. Moi, la représentation, que je me fais, mais c'est peut-être lié à l'âge que j'ai, 47 ans, c'est que pour moi, c'est une forme qui marche un temps, même si ça se chiffre en années. Mais j'ai du mal à projeter, l'intégralité d'une carrière professionnelle sur du nomadisme. Mais à nouveau, je pense que c'est plus avec des biais personnels que quelque chose qui l'empêcherait vraiment. Puis, beh, ça, je sais que tu l'as évoqué, dans plusieurs de tes épisodes, voilà la notion, quand même de racines, d'avoir un endroit où on sait qu'on peut se poser et de rentrer entre guillemets «chez soi». Voilà, ça, cette notion, mais à nouveau, elle est plus, personnelle, je pense. Mais c'est peut-être quand même des phases de vie auxquelles il y a un moment, en tout cas moi, c'est l'image que j'en ai de ce nomadisme. Il y a un moment, je pense, où on a besoin de rentrer. C'est vraiment ce que je me dis. Mais ce qui ne veut pas dire que ça nous empêche de repartir derrière. Ouais, donc pour répondre à ça, toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à présent et moi y compris, ont généralement besoin d'avoir, ce que j'appelle une base, un peu un camp de base, ce qui n'empêche pas de graviter autour de cette base, en effet.
Mais c'est vrai que ça serait intéressant de rencontrer quelqu'un qui a plusieurs, dizaines d'années de nomadisme derrière lui ou derrière elle et qui ressent pas ce besoin-là. Après, en tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé et je pense en effet que la plupart des nomades ont, à un moment donné, besoin de se poser, quoi. Je pense aussi, ouais, que ça fait partie du jeu finalement, mais sur ta question de l'effet de mode, est-ce qu'il va y en avoir de plus en plus? En tout cas, je pense que les moyens de travail, alors il y a des métiers qui ne pourront jamais s'effectuer, en nomadisme évidemment, mais tout ce qui est, voilà, un peu service, tertiaire, de plus en plus, l'évolution du travail permet de le faire, en tout cas, donc ça, c'est certain. D'accord, super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter, dont on n'a pas parlé ou en complément de réponse que tu voudrais apporter? Écoute, je crois qu'on a couvert, pas mal de choses, après voilà, je pense que c'est intéressant pour une structure en tout cas qui accueille, un travailleur nomade, de pouvoir aussi, toujours dans cette idée de s'enrichir des expériences de l'autre, de lui faire partager, ça donc, en ce qui te concerne, on a la chance que tu aies ce podcast qui fait que ton expérience est accessible à tous, mais tu étais pas à l'origine de ce podcast. Je pense qu'on pourrait, encourager chacun, sans justement à nouveau retomber dans une intrusivité, obligatoire, mais, encourager chacun à se renseigner sur, qu'est-ce que ça implique, pour ce talent, d'être nomade et en l'occurrence chez Stock Pro, on a un process, on va dire, de vivre ensemble qui est le Coffee Meet. Donc, chaque semaine, aléatoirement, 3 personnes prennent un café en visio, ensemble et je pense que c'est des bonnes occasions, ces moments de réunion-là, un peu plus informels, justement, d'aller sonder, sur, toi, c'est quoi ton environnement de travail ou c'est quoi tes conditions de vie dans un format, plus resserré, plus informel et pour moi, voilà, c'est le bon moment, si j'étais travailleur nomade, pour partager des anecdotes ou des choses qui m'arrivent parce que je suis nomade, justement. Oui, complètement. Bah, ces moments de coffee meet, ils étaient également très précieux pour moi, aussi parce qu'ils permettent de se connecter avec des personnes d'un autre pôle, de la boîte, avec lesquelles on ne travaille pas nécessairement, donc ça a créé parfois des liens super transversaux et puis autre chose, c'est que j'ai adoré découvrir, par exemple Madagascar à travers les yeux de talents malgaches et non seulement c'est un endroit que je connais pas, mais il y a aussi toute la façon de vivre derrière, toutes les problématiques quotidiennes, la précarité dont on se rend pas forcément compte et donc c'est une réalité qu'on ne connaît pas, quoi. Donc finalement, c'est un peu une façon de voyager, mais depuis notre canapé. Un moyen de voyager et un moyen de progresser sur son humilité, sur sa résilience, c'est très précieux. Enfin voilà, on révèle rien d'extraordinaire, mais quand même, la diversité, la différence et le partage, d'expériences enrichissent toujours celui qui le reçoit aussi, quoi. Bah, écoute, ça me paraît être un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Agathe, d'avoir partagé ton point de vue, sur le travail en full remote et avec des nomades dans ce podcast. C'était un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui Avec plaisir. et puis à très bientôt. Oui, à bientôt. Merci Chloé. Voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. Si ça vous a plu, alors vous pouvez donner 5 étoiles au podcast et vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Si vous voulez suivre mes aventures nomades, ça se passe sur mon compte Instagram by Chloé V. Vous pouvez aussi me poser vos questions, me faire vos retours ou partager vos idées. N'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous répondre et d'échanger avec vous. Allez, à très vite!